À partir de demain, le super passe de 602 à 677 francs CFA et le gasoil de 526 à 601 francs CFA. Oui, le prix du carburant augmente de 75 francs CFA. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé au terme du Conseil des ministres de ce 8 novembre. La mesure de suspension des opérations de lotissement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pourrait être levée dans 6 à 7 mois. C'est le délai donné à des commissions ad hoc d'arrondissement qui seront installées pour apurer le passif lié au litige sur les parcelles dans ces deux communes. L'annonce a été faite par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et celui de l'administration territoriale pendant une réunion avec des conseillers municipaux. Et puis dans ce journal également, la détresse des élèves du lycée municipal de Bogodogo. Depuis l'écroulement des bâtiments de 2 classes dans cette école, les professeurs refusent d'enseigner les raisons de leur décision tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé en titre, les prix du super et du gasoil augmentent de 75 francs CFA à la pompe à compter de demain 9 novembre. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement au cours du Conseil des ministres aujourd'hui même. Pourquoi cette augmentation? Eh bien, l'État ne supporterait plus la charge de la subvention qui lui coûte environ 14 milliards de francs CFA par mois. À cela s'ajoute un contexte international de crise qui fait flamber le prix du pétrole. Voici les explications fournies par le gouvernement. Le point de Sandrine Zougouri. Dès demain matin, le prix du carburant connaîtra une hausse de 75 francs CFA à la pompe. C'est l'une des importantes informations du Conseil des ministres de ce 8 novembre. Une augmentation du prix des hydrocarbures qui concerne que le gasoil et l'essence. Cette hausse intervient après celle de 2016 qui était de 50 francs CFA. En 2016, le gouvernement a baissé les prix de 50 francs. Quand on regarde la baisse cumulée avec celui de 2015, on était autour, je pense, de 130 francs, je pense, de baisse. Durant cette période, les prix, et vous pouvez le constater, au niveau international, ont connu une hausse. Le gouvernement a espéré à un moment donné que cette hausse-là allait se ralentir pour ne pas qu'on soit obligé de faire cette péréquation. Premier constat. Deuxième constat, c'est que la subvention de l'État, c'est une subvention d'à peu près 14 milliards chaque mois. Ces 14 milliards-là touchent le prix à la pompe, ils touchent également le gaz que l'on utilise à la maison, et ils touchent également la Sonabel. Nous devons à peu près 240 milliards de francs CFA à la Sonabi. Aujourd'hui, les banques ne sont plus prêtes à donner de l'argent à la Sonabi pour continuer à acheter le carburant que nous allons consommer. Il y a cette réalité-là. En sa séance ordinaire de ce 8 novembre, ce sont au total 3 décrets qui ont été adoptés au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Après le décret portant sur l'augmentation du prix du carburant, il y a aussi cette loi portant autorisation de perception de recettes relatives aux opérations de création et de fonctionnement des écoles privées professionnelles en élevage et en santé animale. En fait, ce décret a 2 objectifs. Le premier, c'est d'éviter la création et les ouvertures anarchiques d'écoles privées de santé animale et de santé et d'élevage. On se souviendra que dès qu'on a eu, pour ce qui est des écoles primaires, on a eu une ouverture de centres de formation des enseignants de façon un peu désordonnée. Et pour éviter cette situation, avec notamment le monde de l'élevage et celui de la santé animale, on a donc pris ce décret-là. Il va permettre également d'élargir, c'est vrai, l'assiette de recettes budgétaires. Un conseil au cours duquel la jeunesse burkinabé n'a pas été oubliée. Le gouvernement compte mettre en place un projet dénommé Burkina Connect, un mécanisme de participation des jeunes à la vie politique, mais aussi de renforcement de leurs capacités en termes d'entrepreneuriat, une expérience déjà exploitée par le Rwanda. Tout autre chose, vous le savez, la mesure de suspension des opérations de lotissement a été levée dans toutes les communes, sauf à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, où respectivement 78 000 et 32 000 dossiers de parcelles litigieuses sont encore en suspens. Pour vider ce contentieux, des commissions ad hoc d'arrondissement seront bientôt créées. Elles auront 6 à 7 mois pour apurer ce passif. C'est ce qui a été annoncé au cours d'une rencontre entre les conseils municipaux de Ouagadougou et les départements ministériels concernés par la question. Luc Pabelgem. Si le Conseil des ministres du 25 octobre dernier a décidé de la levée des opérations de lotissement dans les communes du Burkina Faso, les communes à statut particulier de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso devront attendre
Pourquoi les deux capitales ne sont pas concernées par cette levée? Les raisons ont été données aux conseils municipaux de Ouagadougou par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Les raisons de cette exception pour Ouagadougou et Bobo, ce sont les difficultés enregistrées dans ces deux villes à statut particulier, couplées au fait que les commissions que nous avions précédemment installées n'ont pas pu, dans les délais, suffisamment traiter les requêtes que les populations avaient donc déposées et les mesures conservatoires du gouvernement. Les deux régions concentrent la majorité des requêtes, soit 85,7% des requêtes. Alors, toutes ces raisons nous conduisent à approfondir les investigations de terrain à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour mieux appréhender les problèmes soulevés par les populations et apporter des solutions justes et équitables pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. De nouvelles commissions ad hoc déconcentrées d'arrondissement seront mises en place afin d'apurer passifs et litiges liés aux questions de parcelles. Ces commissions seront fortes de 10 membres, dont un président et un rapporteur. Les conseils municipaux déjà submergés par les problèmes de parcelles apprécient l'initiative et font des suggestions. C'est une rencontre qui a été fructueuse. Nous avons échangé sur les modalités de mise en place des commissions pour en tout cas prendre en charge, je dirais, tous les problèmes liés au lotissement, liés par exemple, je dirais, aux problèmes de disponibilité des terrains, aux problèmes liés par exemple aux occupations. Par exemple, il peut y avoir que 3 ou 4 personnes sont sur un même terrain. Ce sont des litiges qui existent. À l'arrondissement 10, vous verrez que nous avons à peu près près de 17 000 plaintes qui ont été déposées en un mois. Donc vous imaginez la charge de travail, et je pense que la commission qui va être mise en place dans chaque arrondissement va pouvoir maintenant en tout cas apurer, je dirais bien enfin apurer tout le passif et nous permettre d'évoluer vers de nouveaux horizons. L'installation et la prestation des membres des commissions ad hoc déconcentrées prendront 1 mois et 6 mois, c'est le délai dont disposent ces commissions pour investiguer et trancher les litiges et produire les rapports. Si tout se passe normalement, c'est au minimum dans 7 mois que les opérations de lotissement reprendront à Ouagadougou. Décidément, les problèmes des parcelles n'épargnent personne, même pas l'État. Des commerces et garages ou même des églises et des mosquées sont souvent érigées sur des espaces verts. Elles sont très nombreuses à Ouagadougou, ces réserves de l'État anarchiquement occupées, plus du millier. C'est ce que révèle un rapport de recensement du patrimoine géolocalisé des biens de l'État. Madina Sienou. Selon le rapport de recensement du patrimoine géolocalisé des biens de l'État, plus de 1000 espaces administratifs communément appelés réserves sont anarchiquement occupés dans la ville de Ouagadougou. Des données qui posent la problématique de la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Et ce travail aussi a mis en évidence que beaucoup du patrimoine de l'État, notamment les réserves, sont occupés par des gens de façon illicite. Et on a des cas que je peux vous dire, ça va faire sourire certains. Il y a une église, une mosquée et un garage qui se trouvent sur le même terrain. Ce n'est pas un exemple de tolérance religieuse, mais il y a un problème sur le terrain. Et ce sont justement ces types de difficultés que le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques, financé par la délégation de l'Union européenne, entend résoudre et du même coup permettre au gouvernement burkinabé de mieux prendre connaissance de son patrimoine immobilier. L'initiative de réaliser cette étude, c'est effectivement permettre à l'État de connaître son patrimoine. Vous savez, quand vous regardez dans tous les documents, généralement, tous les ministères et institutions ont une connaissance vague de leur patrimoine bâti et non bâti. Aujourd'hui, conformément aux bonnes normes de gestion, il est demandé à l'État d'évaluer le coût de son patrimoine. Or, on ne peut connaître effectivement la valeur
question, on arrive d'abord à identifier physiquement le patrimoine et ensuite donner une valeur à ce patrimoine-là. Là, on pourra dire effectivement en une année bien précise, voici le patrimoine de l'État burkinabé coûte tel nombre de francs. La première phase de l'étude sur le recensement du patrimoine immobilier de l'État a concerné uniquement la ville de Ouagadougou. Dans les mois à venir, l'étude s'étendra à d'autres régions du pays. Maintenant, on s'en va au lycée municipal de Bogodogo, du moins ce qu'il en reste. Dans ce lycée où les bâtiments de 2 classes s'étaient écroulés à la suite du grand vent, les enseignants refuseraient de faire cours sans une inspection préalable du reste des constructions. Conséquence, les élèves ne vont plus à l'école. Le constat et les explications de Rémi Lambert-Nébier. Il n'est que 9 heures et c'est déjà le retour pour ces 2 collégiennes. Le scénario est le même pour elles depuis 3 semaines. Les premiers à nous le raconter, ce sont ces 2 élèves que nous avons embarqués en cours de route pour nous guider jusqu'à leur lycée. Pas seulement, il y a quelques professeurs qui viennent, après ils repartent. Et nous voilà au lycée municipal de Bogodougou dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Ce lycée qui a vu 2 de ses salles de classe s'effondrer suite à la pluie du 18 octobre dernier. Depuis lors, toutes les heures de cours sont devenues des heures creuses. On ne nous a rien dit, donc chaque fois que nous on vient, on ne fait pas cours. Donc, nous on fait que s'amuser. Après avoir questionné d'autres élèves, il ressort clairement que le corps professoral a posé des conditions avant toute reprise des cours. Devant le bâtiment administratif, nous avons la chance de rencontrer l'un des professeurs présents dans la cour du lycée. Ce n'est pas les enseignants, c'est tout le monde. Les gens veulent, n'est-ce pas, qu'on vienne voir ce qui se passe. Et réellement, est-ce que ces maisons-là peuvent tenir? Supposons que nous on se permet, n'est-ce pas, de faire entrer les élèves dans la classe et que une brique ou quelque chose, n'est-ce pas, arrive à un enfant. Qui est responsable? Qui est responsable? C'est normal qu'on demande l'expertise des locaux. Donc la procédure est également engagée. Donc selon les techniciens du ministère, notamment de la DGES qui étaient là, ils estiment que pour l'expertise des locaux, il faut faire recours au ministère de l'Habitat qui dispose des hommes et du matériel pour pouvoir expertiser des locaux qui ont été plus ou moins affectés par des sinistres. Selon ce nouveau proviseur qui a pris service après les événements et suite au départ à la retraite de son prédécesseur, une autre revendication est venue se greffer au premier point de désaccord. Les 2 classes qui sont sinistrées doivent être relogées dans un établissement privé à côté. Donc ça a été négocié, c'est acquis. Le DR a produit également le document administratif qui indique clairement que les classes de 4e, B et de seconde touchées par le sinistre sont délocalisées au niveau du groupe scolaire, le partenariat. Et il invite effectivement les élèves, les enseignants et l'encadrement à veiller à ce que les cours se poursuivent là-bas sans problème. Mais à la rencontre d'hier, les enseignants ont estimé que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait qu'on leur précise au niveau de la note administrative là, le délai de leur séjour au niveau du site, le délai du début de construction et que la note soit personnalisée. Bon, toute chose qui visiblement sur le plan administratif c'est difficile. Face à la situation, le proviseur dit tenter vainement de trouver un consensus. Voilà, c'est vrai que bon, peut-être dans 2 ou 3 classes, bon, il y a quand même au niveau de la toiture des fissures. Mais on se dit qu'au moins toutes les classes ne sont pas touchées de cette même manière. Donc on peut quand même reprendre les cours en attendant que effectivement les actions qui sont engagées là puissent produire les résultats. Je ne rentrerai pas dans cette polémique parce que moi en tant que parent d'élèves, mon objectif est que les élèves, qu'il y ait une solution pour que les élèves reprennent en tout cas les cours normalement. Ils sont là, ils chôment. Peut-être que d'autres même ne sont même plus à l'école. Là où ils sont, les parents ne sont même pas au courant de là où ils sont. Si quelque chose les arrivait là-bas, ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas à la maison. C'est une inquiétude pour nous. Pour des questions de procédure et d'un bras de fer voilé,
De précieux jours dans l'avenir de plus de 700 élèves sont en train d'être grillés. Contrairement à ceux du lycée municipal de Bogodogo, les élèves de Goya, c'est à Piscila, dans la province de San Matenga, eux sont logés à une meilleure enseigne. Ils viennent de bénéficier d'une nouvelle salle de classe, fruit des actions de l'association Piscila et Chesclan en France. Abdelaziz Sarri. Des enseignants avec à leur tête l'inspecteur de l'enseignement primaire de Piscila. À ses côtés, le député Mathias Ouedraogo et ses partenaires français. L'instant est solennel. C'est l'inauguration d'une nouvelle salle de classe à Goya dans la province du San Matenga. Une salle réalisée et équipée par l'association entre Chesclan et Piscila. Nous étions une petite association et nous souhaitions délimiter notre action pour être peut-être modeste, mais être efficace et aller au bout des choses. Et aujourd'hui, quand on est ici, c'est la concrétisation pour cette classe de 2 années de travail, de collecte de la part des membres actifs de notre village et de notre communauté. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et tout ce qu'on voit ici nous donne la force quand on rentre en France de continuer d'être motivés pour développer encore nos actions et aider le peuple du Burkina et particulièrement de la commune de Piscila auquel on est maintenant indéfectiblement attaché. En plus du joyau, ce sont également des appareils médico-techniques et des consommables médicaux qui ont été offerts aux maternités de Piscila et de Goya par l'association entre Chesclan et Piscila. L'association a mis un programme en place au niveau de la maternité de Piscila et celle de Tiabna. À la maternité de Piscila, toute femme qui accouche à la maternité a droit à une goutte de savon pour sa toilette et un kit layette pour les primipares. Et c'est là, il y a bientôt 7 ans de cela que cette opération est mise en place. On ne peut pas, en une journée, énumérer les actions de cette association dans cette commune. Et je pense que c'est vraiment une action salutaire. L'association entre Chesclan et Piscila, c'est aussi la lutte pour la scolarisation de la jeune fille. En 10 ans d'existence, ce sont une vingtaine de filles que cette association a totalement prises en charge, de la 6e à la terminale. Je suis particulièrement attaché à la condition féminine, car le taux d'alphabétisation des filles était le plus bas de la commune de Piscila. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter une jeune fille qui a été exemplaire dans sa scolarité, de la 6e à la terminale, et qui a décroché le baccalauréat avec un brio, sachant qu'elle a emporté le baccalauréat, elle a eu le baccalauréat au premier tour. Il s'agit de Safieta que je vous présente. Je les apprécie très bien. Je suis très contente pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ils ont pris notre sas depuis la classe de 6e en 2011 jusqu'à cette année en 2018. Chesclan est un village français qui compte plus de 900 000 habitants. C'est par le biais du député Mathias Ouedraogo que son partenariat avec la commune de Piscila a débuté en 2008. À partir du 1er janvier 2019, les compagnies et importateurs de tabac auront l'obligation d'apposer les avertissements sanitaires et graphiques sur les paquets de cigarettes, et ce, en application d'un arrêté préalablement pris. Une victoire pour l'ONG Akonta, l'Afrique contre le tabac, qui mène depuis plusieurs années une guerre contre l'industrie du tabac au Burkina Faso. Le point de Natacha Ouedraogo. Après 2 années de lutte, d'interpellation et de plaidoyer auprès du gouvernement, afin qu'elle applique l'arrêté relatif à l'apposition des avertissements sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes, l'ONG Akonta obtient enfin gain de cause. Les compagnies et importateurs de tabac ont environ 2 mois pour se conformer à cet arrêté. Le 1er janvier 2019 est la date fixée par le ministère en charge du commerce comme délai de rigueur. Ce délai du 1er janvier 2019 est suivi de près par l'ensemble des acteurs de la lutte anti-tabac. Toute tentative visant à ne pas respecter ce délai ou retarder une fois de plus cette mesure sera inacceptable.
car aucune raison ne pourrait justifier cela. Pour éviter cette situation, nous demandons à tous ceux ou toutes celles impliquées dans ce processus de ne pas se laisser duper par l'industrie du tabac qui chercherait à tout prix à retarder ce processus en avançant de nouveaux arguments farfelus alors qu'elle a déjà assez eu du temps pour se préparer. Cette décision est certes une victoire pour l'Akonta, mais la lutte continue tout de même. Le Burkina Faso, contrairement aux autres pays, a adopté et mis en œuvre le système de suivi et de traçabilité des produits du tabac basé sur le code INTIFI, ce qui viole, selon l'ONG, le protocole d'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Nous réitérons de nouveau cet appel pour annuler ce système de suivi et de traçabilité qui entrave la perception des recettes fiscales au profit du budget national. Permettez-moi d'insister sur le fait que ce système est non conforme à la Convention cadre de l'OMS et au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac que notre pays a ratifié respectivement le 31 juillet 2006 et le 30 mars 2016. Notre pays ne devrait pas rester en marge de la communauté internationale en matière de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac en persistant avec ce système de suivi et de traçabilité des produits du tabac. Cette rencontre avec les hommes de médias a été l'occasion pour l'Afrique contre le tabac de faire le bilan de sa présence pour la première fois au CIAO. Plus de 100 fumeurs ont déposé leur tabac de façon volontaire ou après amende infligée par la police nationale. Et pour terminer, la crise au Conseil supérieur de la communication semble être définitivement résolue. Le CSC poursuit sa normalisation en renforçant les capacités de ses conseillers. Ils sont en séminaire à Bobo-Dioulasso depuis hier et ce jusqu'au 11 novembre prochain. Arsène Konditamde. Au Conseil supérieur de la communication, il est de coutume qu'après l'arrivée de chaque collège de conseillers, un cadre formel soit organisé afin que les membres se familiarisent aux fondements et mécanismes de régulation des médias. Le CSC version Mathias Tankwano ne déroge pas à la règle. Ce 7 novembre, les membres du Conseil sont à Bobo-Dioulasso, 2 mois après leur arrivée au sein de l'institution. Ici, pour le début de notre mandat, d'essayer de comprendre la problématique de la régulation telle qu'est dictée par les textes législatifs et les textes réglementaires. Et aussi d'avoir l'apport des hommes d'expérience qui ont eu, de par le passé, à diriger cette institution qui est capitale pour notre démocratie. C'est pourquoi nous avons organisé ce séminaire d'immersion afin de permettre à l'ensemble des conseillers de pouvoir être au même diapason dans la conduite de la mission qui leur a été confiée. Avant l'arrivée de ce collège de conseillers, le CSC a connu une longue crise qui a plongé l'institution dans un coma profond. Aujourd'hui, le nouveau président se veut rassurant. Tout est mis en œuvre pour que la page soit définitivement tournée. Nous pensons pour nous que la crise est derrière nous. Et comme vous le constatez, c'est le personnel administratif et l'ensemble des conseillers qui sont ensemble là. Donc ça veut dire la symbiose règne désormais dans la maison. Et ce qui est important, c'est aller de l'avant, répondre aux attentes des acteurs de la presse et aussi de la population, car c'est une institution qui est au service de la démocratie. Par conséquent, tout le monde doit mettre du sien pour accomplir sa mission avec loyauté et dévotion. Au menu de cette rencontre, des panels et des communications sur le thème « Fondements, mécanismes et enjeux de la communication au public ». Sont présents à ce séminaire des visages bien connus du monde de la communication. Tous viennent pour apporter leur pierre à la reconstruction de la maison CSC. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour une autre session d'information. Merci de votre fidélité.